Depuis hier, en téléphonie, la migration à 10 chiffres est effective. Un jour après le passage, quel constat fait-on sur le terrain? Quelles sont les difficultés que rencontrent les populations? Nous le saurons dans une poignée de minutes. Et puis, en Birmanie, coup d'État, l'armée arrête la chef du gouvernement civil, Aung San Suu Kyi, proclame l'état d'urgence pour 1 an et place à 16 généraux aux principaux postes. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Il faut désormais composer 10 chiffres pour joindre son correspondant en Côte d'Ivoire. Des applications ont même été mises en place pour faciliter la conversion des répertoires. Comment fonctionnent ces applications? Comment convertir son répertoire sans avoir de smartphone? Une journée après la migration, quel est le constat à Abidjan? Georgette Ido a échangé avec le premier responsable de l'RTCI pour comprendre. J'ai fait un transfert tout à l'heure là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, donnez le numéro. Pourquoi? Quel numéro? Ça fait 2 fois que je viens ici. Donnez le numéro, on va vérifier le message. C'est le 05, le 06. Oui. C'est pas passé? Aïe! Mais Adam, vous pouvez c'est quoi? Non, faut me faire truc là. Oui, pardon. Non, monsieur, non. Non, je parle. Mon ami, fais mon truc là. Depuis le dimanche 31 janvier, la Côte d'Ivoire a basculé vers son plan national de numérotation de 8 à 10 chiffres, comme l'avait annoncé l'RTCI, agence de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire. Ce basculement, une situation que déplore Bernard, venu recharger son portable. Je suis venu faire un transfert. Le transfert ne passe pas. Il dit qu'il a fait le transfert. Maintenant, moi, j'appelle mon correspondant, ça ne passe pas. Lui, il me dit non, il y a un nouveau code. Il faut faire, si c'est MTN 05, moi, je ne crois pas. Ça ne nous arrange pas. Or, ce qu'il oublie, c'est que les numéros sont passés depuis le 31 janvier à 10 chiffres. Donc, lui, il s'est habitué à son propre numéro. Au lieu de 10 chiffres, il a composé que 8 chiffres. Donc, le numéro n'est pas parti. Donc, il fallait simplement m'informer et puis on allait reprendre le transfert. Comme lui, cette migration semble poser beaucoup de difficultés à certaines personnes. L'information, bien qu'étant passée pendant des mois. Les gens ne sont pas habitués aux 10 chiffres. Ça fatigue. On ne sait pas pourquoi ils ont mis les 10 chiffres. Ceux qui n'ont pas le téléphone Android, là, comment ils font? Ils sont dans les campements, dans les villages, dans des coins reculés. Comment ils font pour se connecter? S'ils n'ont, comment dirais-je, les sociétés de téléphone mobile avec synchroniser plus ou moins tous les 3 numéros qu'on disait on doit le faire, c'était bon. Oui, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué pour ceux qui ne sont pas là à l'école. On est habitué à les 8 chiffres, on reste sur les 8 chiffres. Avec ce réseau qu'on a, c'est bon comme ça. Si ce basculement de 8 à 10 chiffres pose problème à certains, d'autres par contre trouvent son utilité. Il permet d'améliorer le réseau Internet. Chaque réseau a son indicatif que nous connaissons depuis le début. C'est les mêmes trucs qu'ils ont ramenés. Je ne vois pas ce qui est compliqué, seulement que nous devons nous adapter à ça. L'application permet de faciliter le passage de 8 chiffres à 10 chiffres. Donc, on a fait beaucoup de communication sur l'application. Parce que c'est vraiment intéressant qu'on puisse beaucoup communiquer sur l'application. Aujourd'hui, parfaitement, j'arrive à appeler tous mes contacts. Pour moi, c'est une bonne idée. On veut la 5G aussi. Malgré l'application mise en place par l'RTCI pour faciliter la conversion des répertoires téléphoniques, la question reste au centre des échanges sur les réseaux sociaux. Comment fonctionne cette application? Comment convertir son répertoire sans avoir un smartphone? Direction au siège de l'RTCI à Marcory pour mieux comprendre le fonctionnement. Ici, Bilé Diemeleou, directeur général de l'agence, explique le fonctionnement. Le nombre de numéros ne permettait pas de satisfaire tous les besoins. Nous étions saturés. Donc il fallait faire un plan plus important qui prenne au moins 10 milliards. Nous avons trouvé un plan de 10 milliards de numéros. Vous voyez, avec 10 milliards de numéros, on peut faire beaucoup de choses. Et puis le futur nous appelle. Il s'agit de la 5G. Tous ceux qui n'ont pas de postes, qui ne sont pas des smartphones, ont été pris en compte par les opérateurs. Faire de sorte qu'ils puissent non seulement assister à l'agence, ils puissent être assistés à l'agence, mais aussi pouvoir être pris en compte par un autre système de smartphone, un autre système qui leur permettra de faire prendre en compte leur numéro, de passer de 8 à 10 chiffres. C'est ce qu'on appelle les eSIM qui sont en train d'être développés par les opérateurs eux-mêmes. Toutefois, le directeur général de l'RTCI appelle la population à la sérénité. Nous avons pris des dispositions aussi pour ça.
Nous avons étudié tous ces cas-là et les dispositions sont en cours pour améliorer les applications qui sont actuellement à disposition. Nous avons fait des tests, ceux qui perdaient leur numéro pourront les retrouver. Et il y a un communiqué qui est en préparation pour que les uns et les autres, tous les consommateurs puissent être satisfaits. Je demande qu'ils soient aussi indulgents. Vous savez, ça a été fait par nous-mêmes et avec l'appui de toute la Côte d'Ivoire. C'est une opération très importante. On a réussi l'opération, il s'agit de basculer. Le basculement a été parfait, nous l'avons réussi. Selon l'ARTCI, désormais, avant toute opération, le numéro doit être précédé pour l'opérateur Orange de 07, 05 pour l'opérateur MTN et 01 pour l'opérateur Mauve. Parlons santé. Le nombre de cas de la maladie à coronavirus va crescendo. Du 18 au 31 janvier, 3158 nouveaux cas positifs ont été enregistrés sur 45 630 prélèvements, 2676 nouvelles guérisons, portant le taux de guérison à 95,17% selon Dr Edith Kouassi, conseiller technique au ministère de la Santé. Les données terrain indiquent qu'hier, il y avait 143 patients internés, dont 122 à l'hôtel Ibis et au Vitib et 21 patients à l'hôtel Liberté de Boaké. Au total, les cas de Covid-19 ont été multipliés par 5 de décembre à janvier, soit 1169 à 5909 et les décès par 3, soit 5 à 17. De Covid, parlons-en. L'Afrique du Sud est le pays le plus touché du continent par l'épidémie de la maladie à coronavirus. Elle a reçu aujourd'hui même sa première cargaison de vaccins contre la maladie. Cette arrivée va permettre le début d'une campagne de vaccination de masse qui va cibler en priorité le personnel de santé. Les autorités sud-africaines prévoient à terme de vacciner d'ici la fin de l'année au moins 67% de la population, soit près de 40 millions de personnes. Le ministre sud-africain de la Santé a aussi annoncé ce week-end avoir réservé 20 millions de doses du vaccin Pfizer-BioNTech contre le coronavirus qui viennent s'ajouter à plus de 22 millions déjà commandés auprès d'autres fournisseurs. Si la maladie à coronavirus gagne du terrain, la lèpre, elle, régresse, mais la stigmatisation demeure. Les malades de la lèpre luttent donc contre cette stigmatisation sociale. Ces personnes sont célébrées tous les derniers dimanches du mois de janvier. Les malades internés à l'Institut Raoul Folro d'Adzopé ont donc profité de la célébration d'hier pour lancer un cri de cœur. Alassane Drabou. Ce dimanche matin, l'Institut Raoul Folro de Côte d'Ivoire a vibré au rythme des tam-tams. Des chants de la région de la Mé pour célébrer la journée mondiale des malades de la lèpre. Une journée instituée en 1954 pour une mobilisation des cœurs et des esprits autour des lépreux. L'intérêt, c'est de faire prendre conscience à la société qu'il y a des malades qui encore aujourd'hui souffrent de la lèpre. Et que ces malades-là ont besoin du soutien de tout le monde. Célébrée chaque dernier dimanche du mois de janvier, cette journée a aussi pour but de briser la stigmatisation des malades de la lèpre. À Raoul Folero, c'est aussi le combat des malades. J'aimerais aussi lancer un appel aux parents, vraiment, qui abandonnent certaines personnes à cause de la maladie. Il n'a pas payé la maladie, voilà, c'est la vie. Mais cette personne a besoin de l'amour du prochain. La lèpre n'est pas contagieuse. Si la lèpre était contagieuse, vraiment, tous ceux qui nous soignent, ils allaient être contaminés. En 2020, 515 cas de lèpre ont été détectés en Côte d'Ivoire, selon une étude du Programme national de lutte pour l'élimination de la lèpre. Il suffit de venir très tôt, d'être dépisté très tôt, selon la première lésion, c'est-à-dire une tache plus claire que la peau, qui est insensible. Et lorsqu'on vient, on fait un traitement et c'est fini, on n'aura plus de séquelles. En Côte d'Ivoire, la lèpre n'est plus un problème de santé publique, mais elle court toujours dans le pays. Elle peut être soignée si l'on se rend rapidement au centre de santé à l'apparition des premiers signes. Ces 5 dernières années, le pays a enregistré 3000 cas de lèpre. Retour à Abidjan, dans le village de Bidjan-Lokodjo, dans la commune d'Atekoubé, qui a un nouveau chef. Il est ingénieur informaticien et est de la génération Tchagba, catégorie Agban. Face aux défis qui l'attendent, il entend se mettre à la disposition des filles et fils de son village. Le reportage de Clément Boko. C'est la fête ce samedi 30 janvier à Bidjan-Lokodjo, dans la commune d'Atekoubé. Comme il est de coutume dans la société Achan, c'est-à-dire chez les Hébriers dans le sud
de la Côte d'Ivoire, tous les 15 ans, l'on assiste à un passage de flambeau d'une génération à une autre. Ainsi, la génération Dougbo rend le tablier à la génération Tchagba, qui a désormais la gestion du village. Au sein de cette génération, Amon Ngbeke Apollinaire, de la classe d'âge Tchagba-Dougba, a été choisi pour succéder à Agwessé Emmanuel. Une passation pacifique avec ses chants et danses pour célébrer ce fait historique. Le Kodjo Dougba a cédé sans problème, sans histoire. Parce que dans certains villages, la chèvrerie, les gens les arrachent. On prend le pouvoir de force. Mais vous savez que cela se passe à Lokodjo. C'est ainsi qu'on a invité nos frères à venir d'une manière pacifique. On leur a donné le pouvoir avant le 31 décembre 2020. Et nous avons accompagné aujourd'hui sans problème. Amon Ngbeke Apollinaire est ingénieur informaticien en service à la CIE. Il est directeur régional Abidjan Sud. Aussitôt investi, le nouveau chef annonce ses priorités. L'une des premières tâches à laquelle je vais m'atteler, c'est vraiment réunir tous les fils donc, de ce village-là. C'est seulement lorsqu'il y a la paix, il y a la cohésion qu'on peut définir le chantier. Voilà. Le village nous appartient à tous, donc il faudrait que c'est ensemble que nous pouvons donc réussir à développer le village tel que nous le souhaitons. Avec cette présentation officielle de son nouveau chef, le village de Bidjan Lokodjo veut servir d'exemple pour les autres villages à Tchan. Notons que la société à Tchan est subdivisée en 4 grandes générations. Les Dougbo, les Tchagba, les Blessoué et les Nyando. Chaque génération est également subdivisée en 4 classes d'âge. Les Djéou, les Dogba, les Agban et les Asokro. La chefferie est détenue par une génération qui gère les affaires du village pendant 15 ans. Distribution des kits alimentaires aux veuves et aux orphelins par l'organisation non gouvernementale Baitou Ramat dans le cadre de ses activités annuelles. La cérémonie de remise de dons a eu lieu au siège de l'ONG au plateau d'Okui. Kone Pagasoro, Kone Demadongi. Vous nous avez sortis, mes enfants et moi, de la faim. Malgré le fait que je mendie, difficile pour nous d'avoir à manger. Les larmes aux yeux et la voix pleine d'émotion. Cette veuve qui vit avec ses 5 enfants orphelins traduit ici sa reconnaissance à l'ONG Baitou Ramat. Elle, ces veuves et orphelins ont reçu des mains des responsables de cette ONG des kits alimentaires composés de sucre, de riz, d'huile, de lait et de gel hydroalcoolique. Objectif, soutenir ces veuves et enfants orphelins en vue d'améliorer leurs conditions de vie, mais surtout leur apporter le sourire en ce début d'année 2021. C'était au siège de l'ONG à Abobo, plateau d'Okui. Nous assistons les personnes vulnérables, les convertis, pour constater que ce sont des veuves et leurs enfants. Donc c'était un moment pour nous de communier avec elles, pour qu'elles puissent changer un peu de cadre. C'est le moment de lancer un appel vraiment à toutes les personnes de bonne volonté qui aimeraient apporter vraiment leur image aux actions de l'ONG Baitou Ramat. Dans le cadre de ces activités, l'ONG Baitou Ramat a le soutien de nombreux partenaires et ministères, mais aussi des personnes de bonne volonté. Nous avons constaté dans la communauté musulmane, les gens ont tous leurs projets, sauf, comment dirais-je, le volet social. Et je pense que l'idée qu'elle a eue de mettre ces gens en place, il faut que nous on les accompagne. Il faut que, comment dirais-je, nous les encourageons, il faut que nous les soutenons. Avec la crise que nous avons connue, la crise économique, la crise politique et la crise sanitaire, je pense que les veuves et les orphelins ont besoin de véritables soutiens. Les bénéficiaires se réjouissent de ce don en vivres qui, selon eux, vient soulager et réduire leurs souffrances. L'ONG Baitou Ramat, sa mission, apporter de l'aide aux populations défavorisées, aux familles à faible revenu, aux veuves et orphelins. En plus des dons en vivres, cette ONG distribue chaque année des kits scolaires aux orphelins et aux enfants démunis. Sachez que la Cour constitutionnelle en Centrafrique a annulé aujourd'hui les résultats du premier tour des législatives dans 13 circonscriptions sur 140 pour des irrégularités. L'incertitude demeure pour 58 autres où le scrutin n'a pu avoir lieu en raison de l'insécurité.
Et pour finir, coup d'État en Birmanie, l'armée arrête la chef du gouvernement civil, Aung San Suu Kyi, proclame l'état d'urgence pour 1 an et place 16 généraux aux principaux postes. La Birmanie était sortie il y a tout juste 10 ans d'un régime militaire au pouvoir pendant près d'un demi-siècle. Tôt ce lundi, l'armée a perpétré un coup d'État en Birmanie, proclamé l'état d'urgence pour 1 an et placé ses généraux aux principaux postes. La chef de facto du gouvernement civil, Aung San Suu Kyi, a été arrêtée, ainsi que le président de la République, Win Myint. L'armée s'est ensuite emparée de l'hôtel de ville de Rangoon, la capitale économique du pays, et l'accès à son aéroport international était bloqué par des militaires. Dans une lettre diffusée sur les réseaux sociaux de son parti, Aung San Suu Kyi exhorte la population à ne pas accepter ce putsch militaire. Ce putsch, immédiatement condamné par plusieurs capitales étrangères, est nécessaire pour préserver la stabilité de l'État, ont fait savoir les militaires dans une annonce sur leur chaîne de télévision NEM. Depuis les élections générales du 8 novembre, l'armée conteste le résultat des urnes. Ce jour-là, en explosant le score du scrutin historique de 2015, le parti d'Aung San Suu Kyi, la LND, Ligue nationale pour la démocratie, a raflé 396 des 476 sièges au Parlement. Une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la Birmanie, prévue de longue date, pourrait prendre un caractère d'urgence et être avancée en début de semaine en raison des derniers développements, a indiqué à l'AFP un diplomate. C'est sur ces images que s'achève ce journal. Portez-vous bien.